Quand j'étais plus jeune, je jouais énormément aux jeux vidéo. Genre vraiment souvent. Que ce soit des jeux de course, des FPS, des jeux de stratégie, des jeux narratifs interactifs, des jeux d'aventure, des jeux d'action-infiltration, ou encore des RPG, j'ai brassé pas mal de thèmes. Mais s'il y en a bien un qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est les RPG. Ah, les RPG. Ces jeux magnifiques où vous prenez 20 ans à créer votre personnage pour au final vous dire que vous avez fait un personnage pas terrible. Ces moments où vous passez des heures et des heures à essayer de farmer ou à battre un boss de donjon pour qu'au final vous n'obteniez rien de bien probant. Ces moments où vous faites chier à faire toutes les quêtes secondaires pour avoir assez d'expérience afin de pouvoir pulvériser le jeu en moins de 2. Je pourrais continuer la liste encore longtemps. Si je vous parle de ça, c'est pour faire un aparté avec la vie réelle. Si je vous disais que vous avez choisi d'incarner un personnage avec des caractéristiques spécifiques reliées à un arbre de compétences, tel donc un bon RPG, me croiriez-vous ? Si je vous disais qu'il était possible de savoir globalement par quelles étapes vous allez passer afin d'évoluer, l'admettriez-vous ? Enfin, si je vous disais que la vie était un jeu auquel nous avons consciemment choisi de jouer, l'accepteriez-vous ? Bon, pour cette dernière, on verra plus tard, c'est encore un peu trop tôt. Donc aujourd'hui, je vais faire un petit parallèle rapidement entre le genre de jeu RPG et le MBTI qu'on va voir dans cette vidéo, puisque ce test de personnalité-là me fait penser au fait d'incarner un personnage de RPG que vous allez donc développer au fur et à mesure de votre vie. Par la confrontation des expériences, par l'affrontement de difficultés de plus en plus fortes, par le fait de refaire en boucle une certaine série d'étapes, de situations, de choses qui vont vous permettre d'évoluer, qui vont vous permettre de gagner en expérience, etc. Le MBTI, c'est un concept que j'avais vaguement survolé dans la première vidéo. Pour faire simple et rapide, le MBTI, donc le Myers-Briggs Type Indicator, ou les 16 personnalités en français, qu'est-ce que c'est ? C'est donc un test de personnalité élaboré environ vers les années 40 par Isabel Briggs Myers et Catherine Cook Briggs, qui se base sur la typologie jungienne, donc la théorie des types psychologiques développée par Carl Jung, le psychanalyste, entre autres. C'est un test qui s'est au fur et à mesure des années développé pour le rendre le plus praticable possible, jusqu'à la fin des années 80 pour connaître et créer celui que l'on a aujourd'hui. Ce test, globalement, est utilisé par certains recruteurs, puisque ça permet un peu de cerner les personnes, leur personnalité, la manière dont elles vont entrer en relation avec les autres, avec l'entreprise, comment ça peut matcher, etc. Mais vous pouvez aussi vous en servir pour vous-même, à savoir un petit peu pour vous connaître un peu mieux, connaître vos forces, vos faiblesses de manière objective, vos perspectives d'évolution, ce qui vous bloque, quels sont vos atouts, et ainsi de suite. Donc si finalement c'est pas un test qui est vraiment référencé à fond scientifiquement, pourquoi ce test ? Et qu'est-ce qui leur ressort concrètement ? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette vidéo. Alors pour poser les bases de ce test, je vais déjà venir au résultat du test. Ça repose sur une chose très simple, 4 lettres. Juste 4 lettres. Bon, bien évidemment, c'est plus complexe que ça, mais ce qui est vrai, c'est que le résultat final repose bien sur 4 lettres qu'on va détailler donc ensemble dans cette vidéo aujourd'hui. Les 4 lettres que vous obtenez à la fin du test correspondent à un aspect particulier de votre personnalité. Donc soit l'orientation de l'énergie, la manière dont on collecte les informations, la capacité à prendre des décisions et le mode d'action déployé dans la vie. Pour commencer, on va parler de l'orientation de l'énergie, à savoir les lettres I ou E. I pour introverti, E pour extraverti, introvert, extrovert en anglais. Donc cette fonction, c'est le prisme par lequel vous allez mobiliser votre énergie. Est-ce que ça va être un prisme qui est plutôt interne ou un prisme qui est plutôt externe ? Donc si vous êtes en référence au I plus particulièrement, c'est plus le monde intérieur, la solitude, l'introspection que vous préférez solliciter afin donc de pouvoir recharger votre énergie. Donc ça se traduit concrètement par le fait de rester chez soi, se reposer, lire, contempler ses pensées, dessiner, être créatif, etc. Si vous êtes plus orienté vers la lettre E, l'extraversion, c'est-à-dire que vous orientez votre énergie par rapport à l'extérieur. C'est-à-dire que vous rechargez par rapport au fait d'être dans la foule, avec des sensations extérieures. Concrètement, c'est vous entourer de monde, sortir à l'extérieur, partir en vacances régulièrement, voyager, intégrer des associations, des groupes en étant actif, le fait de bouger régulièrement, etc. Ces notions d'introversion et d'extraversion sont généralement les plus simples à repérer et sont même admis généralement par la population dans la société. Pour savoir si vous êtes plus I ou E, il y a une manière très simple de voir les choses. Admettons que vous avez passé une semaine épuisante par rapport au fait d'être au boulot ou parce que vous avez beaucoup d'activités. Est-ce qu'en premier lieu, vous préférez rester chez vous et vous reposer ? Donc dans ces cas-là, plus orienté vers la lettre I. Soit vous êtes plus orienté vers la lettre E, c'est-à-dire qu'à la fin de semaine, vous n'avez qu'une seule envie, c'est de sortir pour décharger un peu toute l'énergie que vous avez accumulée dans la semaine,
en voilà, sortant faire la fête, en voyant du monde, en faisant une activité autre que le boulot par exemple, etc. Rien qu'à la réponse à cette question, ça peut déjà vous donner une idée de l'orientation de l'énergie que vous avez. C'est plus complexe que ça, hein, c'est toujours pareil, mais encore une fois, c'est pour vous donner une idée globale de ce à quoi ça peut correspondre afin de vous guider pour faire un choix. Ensuite, donc, les deux lettres suivantes sont les lettres N ou S, à savoir donc la manière dont vous collectez les informations. L'intuition ou la sensation, donc N pour intuition et S pour sensing en anglais. Donc soit vous êtes plus orienté vers la lettre N, c'est-à-dire vers l'intuition. Dans ce cas-là, vous avez plus de facilité avec les idées abstraites, vous avez une bonne capacité pour relier les choses entre elles facilement et à imaginer des possibilités de connexion différentes entre les choses et les événements. Vous êtes en recherche de sens dans les choses, vous avez une bonne capacité de projection, de changement de point de vue, etc. Soit vous êtes plus orienté vers la sensation, la lettre S. Dans ces cas-là, vous appuyez davantage sur des faits concrets, matériels et tangibles, tout ce que vous pouvez voir devant vous, sentir, etc. Vous penchez davantage sur les détails que vous pouvez percevoir ici et maintenant dans la réalité dans laquelle vous évoluez. Vous utilisez vos 5 sens pour vous repérer, pour scanner votre environnement. Et pour faire très simple, vous pouvez utiliser facilement la phrase « je ne crois que ce que je vois ». Donc ce que je vois, ce que je sens, ce que je peux ressentir, et ainsi de suite. Ensuite, vous avez la capacité à prendre des décisions avec les lettres T ou F, logique ou sentiment, donc thinking ou feeling en anglais. Soit vous êtes plus orienté vers la lettre T, c'est-à-dire que vos décisions sont basées sur la rationalité, l'observable, ce qui a déjà fait ses preuves par le passé, donc des modèles déjà existants, des théories déjà existantes que vous allez réinvestir parce que ça fonctionne. Donc ici c'est un mode de décision qui est plutôt brut de décoffrage, basé en priorité sur la raison plutôt que les sentiments. Ça veut pas dire qu'on ne prend pas en compte les sentiments, c'est juste qu'on a une préférence pour la raison plutôt que les sentiments. Pour vous donner un exemple concret, si on prend l'exemple de Musk avec le Doge, donc vous n'êtes pas sans savoir que quand Musk était au gouvernement, pendant les mois qui ont précédé, il devait donc faire des économies au maximum pour réduire la dépense publique afin de réduire la dette. Donc là, c'était pas compliqué, il a dit il faut faire des économies, je fais des économies, donc je coupe plein de subventions à gauche à droite pour faire en sorte de récupérer le plus de pognon possible. Bon bah là ici, c'est pas compliqué, c'est une logique pragmatique, factuelle et froide. Il n'y a pas forcément de sentiment dans ce genre de décision parce que voilà, il y a un problème égale une solution. Simple. Donc là ici, on pourrait considérer ça comme une logique étant plutôt de droite, plutôt masculine en l'occurrence. Même si encore une fois, c'est pas définitif, c'est juste pour vous donner un ordre d'idée. Soit au contraire, vous êtes plutôt basé sur le F, le sentiment en priorité, c'est-à-dire que vos décisions sont d'abord basées sur l'émotionnel, le ressenti, le bien-être et l'harmonie du groupe, ou de l'humain en règle générale. Donc là ici, vous mobilisez davantage en priorité des valeurs personnelles, vos émotions, vos sentiments, plutôt que la logique pure et froide. Donc ça donne une tendance à être plus empathique que si vous avez un T dominant. Donc là ici, on est plutôt dans une logique de gauche. Si je reprends l'exemple précédent, on pourrait se dire, ok, il faut faire des économies, très bien. Par contre, il faut d'abord peut-être se demander l'impact que ça peut avoir sur la population et sur l'humain en général. Est-ce que c'est pas trop impactant? Est-ce qu'il n'y a pas une meilleure façon de faire? Quelles sont nos possibilités avant de prendre une décision? Donc là, si vraiment vous êtes basé sur la lettre F, c'est ce genre de discours que vous pourriez avoir, par exemple. Donc là ici, on est plutôt sur une logique de gauche, comme je l'ai dit, une logique plutôt féminine. Encore une fois, c'est pour donner un ordre d'idée. Et enfin, on a les deux dernières lettres, J et P, concernant le mode d'action déployé. Donc soit J pour jugement, P pour prospection. Judgment or prospecting en anglais. Donc si vous êtes plus orienté vers la lettre P, donc la prospection, vous avez plutôt tendance à vivre au jour le jour sans avoir trop de planification. Vous avez un cadre qui est plutôt souple et adaptatif, vous n'aimez pas trop être enfermé, parce que vous préférez jouer avec l'imprévu facilement, tout ce qui enferme en gros est néfaste pour vous. Vous aimez avoir le champ libre au niveau des possibilités, le fait de pouvoir apprécier une nouvelle situation, le fait qu'il y ait des surprises, le fait d'être spontané. Donc si je pouvais résumer grossièrement, ce serait donc j'agis, puis je réfléchis après. Si vous partez en voyage par exemple, vous n'êtes pas du genre à planifier quelque chose, ou alors très peu. Vous vous dites ok, je vais à un endroit, et je verrai ce que je ferai. Encore une fois, c'est un exemple un peu extrême, et il y a toujours des nuances. Soit au contraire, vous êtes plus vers la lettre J, le jugement. Donc là ici, vous êtes plus dans une logique de planification, de contrôle, de cadre à établir et à suivre pour vous sentir serein. C'est ce qui vous permet donc de moins stresser. Vous construisez vos journées de façon assez méthodique afin d'être le plus efficace possible, donc vous recherchez l'efficacité en priorité dans vos actions. Vous préférez avoir une logique de progression étape par étape avec des éléments clés concrets à suivre dans votre journée ou sur un projet plus long. Vous avez également une capacité d'analyse des choses qui est accrue avant de passer à l'action, donc vous êtes plutôt tendance à être du type « je réfléchis d'abord avant de passer à l'action ». Si je reprends l'exemple du voyage, quand vous voyagez par exemple, vous avez plutôt tendance à planifier les choses à fond, vous dites ok là je fais ci, là je vais faire ça, là je vais faire ci à telle heure, là je vais faire ça à telle heure,
ou même dans votre journée, hein, c'est possible aussi, afin de vous sentir, comme j'ai dit, plus serein et afin d'être efficace. Quand vous êtes face à une situation, est-ce que vous avez tendance à faire un choix par rapport à ce que vous voyez devant vous tout de suite, ou est-ce que vous faites plutôt un choix par rapport à ce qui pourrait éventuellement se passer plus tard? Si vous êtes plus tendance à faire un choix par rapport à ce que vous voyez tout de suite maintenant, dans ces cas-là, c'est plus à être P. En revanche, si vous avez plus tendance à faire un choix par rapport à ce qui pourrait éventuellement se passer, dans ces cas-là, vous êtes plus orienté lettre J. Comme j'ai dit tout à l'heure, il y a toujours des nuances, mais c'est pour encore une fois vous donner une idée globale. Donc à la fin de tout ce bordel, vous avez 16 personnalités, donc composées de 4 lettres. Donc soit ISTJ, ENFP, ISFJ, ESTP, ou autre chose. Donc soit vous embêtez par rapport à tout ce que j'ai dit, à deviner globalement quelle personnalité vous pourriez être, c'est assez imprécis mais pourquoi pas, soit dans ces cas-là vous passez un test gratuit sur internet pour essayer de déterminer quelle personnalité vous êtes de manière un peu plus précise. Je vous donnerai des exemples de tests de personnalité qui me semblent pertinents à la fin de la vidéo. Bon, avec toutes ces, ça peut vite être un peu le fouillis, donc je vais catégoriser, classer les différentes personnalités en groupement par rapport à leur présence dans la société. Donc dans un premier temps, on a les sentinelles, c'est-à-dire une dominante SJ, une dominante donc sensation, jugement. Donc c'est tous les ESTJ, ESFJ, ISTJ et ISFJ. Ils sont essentiellement basés sur le factuel, le concret, la fiabilité, la constance et le prévisible. Ils représentent globalement 45,5% de la population mondiale environ, ce qui donne un aperçu de comment la société est construite. C'est-à-dire que toutes les décisions de manière générale prises dans la société, peu importe le pays dans lequel les gens vivent, sont basées globalement pour satisfaire, entre guillemets, ou contraindre, selon, ces personnalités-là. Ensuite, on a les explorateurs. C'est une dominante SP, donc sensation, prospection. Donc c'est tous les ESFP, ESTP, ISFP et ISTP. Donc ces personnalités-là sont très tournées vers le monde réel, l'action et la vie sans contrainte. Donc là ici c'est la combinaison du S et du P. Le S donc c'est les sensations donc ici et maintenant. Et le P c'est comme je l'ai dit, le fait de ne pas avoir de cadre, de faire ce qu'on veut. Contrairement au J qu'on a vu juste avant où c'est plus carré, concret, c'est plus planifié si vous voulez. Donc là ici comme je viens de le dire, le cadre il est peu satisfaisant pour eux puisque ça limite énormément leur capacité à agir. Il y a une recherche constante de nouveautés, de nouvelles sensations à explorer ou de nouvelles opportunités afin d'exercer ses talents au mieux. Ces personnalités-là, plus on les enferme, pire c'est pour eux finalement. Et avec cette combinaison-là, ça leur donne aussi un bon sens pratique. C'est un peu les rebelles de la société en gros. Ils représentent environ 25,5% de la population mondiale, ce qui est quand même assez représentatif, hein, un quart de la population. Ils sont globalement assez présents dans la société. Ensuite, on a les idéalistes, une dominante NF, donc intuition et ressenti. Donc c'est tous les ENFJ, ENFP, INFJ, INFP. Donc ce qui les caractérise, c'est qu'ils ont un lien fort entre l'intuition et l'émotion. Ils sont dotés d'une très grande sensibilité, ce qui leur permet d'entrer facilement en résonance avec autrui ou le monde de manière plus globale. Ces individus sont en quête constante d'identité et de sens par rapport à la vie qu'ils mènent. Ils sont aussi très empathiques. Ils rentrent donc facilement en connexion avec les gens et avec les différentes choses que vous pouvez avoir dans la vie. Et ils représentent environ 15,5% de la population mondiale. Ce qui est un peu moindre, mais on peut tout de même noter leur présence, puisqu'ils permettent un petit peu d'apaiser les maux de ce monde. Et enfin, on a les analystes, une dominante NT, donc intuition et pensée. Donc c'est tous les ENTJ, ENTP, INTJ, INTP. Donc ici, il y a une combinaison entre la logique et l'intuitivité, avec une volonté d'apprendre des choses en permanence, le fait d'optimiser au mieux les systèmes dans lesquels ils évoluent, par exemple. Ils sont particulièrement capables d'utiliser l'abstrait, tout ce qui est intangible et non concret, afin de créer des choses donc concrètes. Comme le nom de leur catégorie, ce sont des gens qui vont surtout analyser un petit peu le monde dans lequel ils évoluent, ou même le monde de manière globale, afin de pouvoir l'optimiser au mieux, soit leur monde personnel, soit le monde de manière plus globale. Ils représentent environ 13,5% de la population mondiale, ils sont un peu moins présents, mais encore une fois, comme pour toutes les personnalités, ils sont essentiels afin de pouvoir élever l'humanité vers l'octave supérieure. Il est parfois assez difficile de déterminer concrètement quelle est ces personnalités, surtout à un âge assez peu avancé finalement, parce qu'on n'est pas encore entièrement développé ou on n'a pas encore acquis assez d'expérience. Comme un RPG finalement, comme j'ai dit tout à l'heure, il se peut que vous n'ayez pas encore accès à certaines zones parce que vous n'avez pas assez d'expérience pour pouvoir y accéder. C'est le même principe. Et là où je veux en venir, c'est qu'il n'est donc pas possible d'être entre deux personnalités par rapport à ce que je vous ai détaillé. Des fois je suis plus logique plutôt que sentimental, des fois je suis plus extraverti qu'introverti, des fois je suis plus dans la planification plutôt que dans le laisser aller, vraiment ça dépend des moments quoi.
80% de ce que je décris ou de ce qui est décrit d'une personnalité vous correspond, tandis que 20% vous correspond un peu moins. Et encore une fois, c'est normal. C'est pas une case fermée dans laquelle vous vous situez, c'est une case un peu flottante dans laquelle vous rentrez quand même assez facilement, même s'il y a une partie qui, comme je l'ai dit, vous correspond moins. Bon, dans cette partie, je vais expliquer pourquoi c'est pas possible d'être entre deux personnalités. Parce que jusqu'à maintenant, on pourrait très bien me dire « Oui, mais des fois je suis plus introverti qu'extraverti, ça dépend des contextes. Des fois j'ai quand même tendance à plus privilégier le raisonnement plutôt que l'émotionnel. Des fois je suis quand même plus dans le fait de construire des scénarios mentaux avant de vraiment être dans l'action. Et puis des fois je préfère faire l'inverse. Donc vraiment, ouais, ça dépend des contextes, ça dépend des moments, ça dépend avec qui je suis. » C'est donc là qu'on va parler brièvement, parce que cette vidéo est déjà longue, des fonctions cognitives. Pour faire très simple et rapide, on a 4 fonctions cognitives qui se développent au fur et à mesure de la vie. On a une fonction primaire, donc c'est-à-dire dominante, notre zone de confort en somme. On a une fonction auxiliaire ou secondaire qui est notre deuxième zone de confort, qu'on développe assez tôt dans la vie. On a une fonction tertiaire, et enfin on a une fonction inférieure. Votre fonction primaire arrive dès votre naissance, ou dans les premiers âges de la vie. L'auxiliaire arrive pendant l'adolescence. La tertiaire arrive au milieu de la vie, environ. Et la fonction inférieure, tout dépend de comment vous la travaillez et de comment vous la gérez. La fonction inférieure, c'est quelque chose d'assez complexe, et généralement, on la traverse sous sa forme plutôt négative, c'est-à-dire quand on est stressé. Vous voyez, quand je disais qu'on était dans un RPG, je vous mentais pas. Pour donner une référence un peu métaphorique, on pourrait utiliser donc la référence sur le site Personality Hacker, qui parle d'une voiture. La voiture représenterait la personne en elle-même, et les différentes personnes présentes dans cette voiture représenteraient la manière dont les fonctions sont utilisées. La fonction primaire représenterait le pilote de la voiture, c'est-à-dire quelqu'un qui maîtrise bien, qui a le contrôle, qui sait ce qu'il fait. La fonction auxiliaire représenterait le copilote de la voiture, donc qui permet de soutenir la première fonction et de guider, qui permet également d'harmoniser un peu la première fonction. La fonction tertiaire, c'est un peu l'enfant de 10 ans qui est assis sur la banquette arrière. Il peut être assez calme, mais parfois il peut aussi être un peu agité, donc il faut parfois le gérer, c'est pas toujours évident. Donc ça veut dire qu'on n'est pas toujours très à l'aise d'utiliser cette fonction, ça prend du temps quand même pour bien l'intégrer, d'où le fait qu'elle arrive en milieu de vie. Et enfin la fonction inférieure correspondrait à un tout petit de 3 ans, qui est encore très agité, qui manifeste beaucoup ses besoins, ses désirs, qui a besoin de beaucoup d'attention par exemple, alors que on est dans une voiture en train de conduire, donc c'est pas forcément très simple à gérer. C'est pour ça que je dis que c'est assez dur à conscientiser cette fonction, qu'il faut beaucoup de prise de recul et de temps pour la sortir de l'inconscient et éviter donc qu'elle n'impacte trop sous son effet négatif justement, qui, comme j'ai dit tout à l'heure, arrive quand nous sommes surtout stressés. Bon, concrètement, comment ça se traduit, ces fonctions cognitives ? C'est pas compliqué. Ça reprend les traits de personnalité qu'on avait juste avant, en y ajoutant une tonalité introvertie ou extravertie. Et ceci forme donc des fonctions cognitives, qui vont être reliées donc aux fonctions primaires, auxiliaires, tertiaires et inférieures. Pour l'exemple de l'INTP par exemple, sa fonction primaire ce sera la pensée introvertie, TI, la fonction auxiliaire ce sera l'intuition extravertie, NE, la fonction tertiaire ce sera la sensation introvertie, SI, et la fonction inférieure ce sera le sentiment extraverti, FE. Pour comparer l'exemple précédent, par exemple, si je prends quelqu'un qui se dit « Bon, des fois je suis INTP parce que j'ai besoin de temps pour me recharger, mais des fois j'aime bien aussi voir du monde, donc je peux être ENTP parce que vraiment j'ai besoin de ça pour me recharger. » Si je prends juste l'organisation des fonctions cognitives, je vois qu'il y a une différence. Parce que l'INTP on l'a vu précédemment, voilà l'organisation. Le NTP, l'organisation est un peu différente. On voit qu'il y a une inversion entre primaire et auxiliaire et tertiaire inférieur. D'où le fait que, comme je dis, c'est pas forcément la même chose. Il y en a un pour qui la tertiaire arrivera au milieu de sa vie et il la maîtrisera quand même assez bien, et tandis que l'autre partie sera sur la fonction inférieure, il la maîtrisera moins bien. Et pour l'autre personnalité, ce sera l'inverse. Là où c'est inférieur pour l'un, c'est tertiaire pour l'autre, donc ce sera plus facilement maîtrisé par une certaine personnalité plutôt que l'autre. Alors qu'il y a juste une lettre d'écart, comme vous pouvez le voir ici. Pour faire très sommaire, quand une fonction est dite introvertie, c'est quelque chose donc qui se manifeste à l'intérieur, qui prend racine à l'intérieur et qui est travaillé par rapport notamment à l'interne. Donc comme j'ai dit, par rapport au fait d'y réfléchir, au fait de prendre du recul, au fait de ressenti vraiment interne, plutôt qu'une sensation qui est dite extravertie, qui va donc plus s'appuyer sur son environnement extérieur, ce qu'on peut voir, toucher, goûter, sentir, entendre, etc. Donc plus relié aux 5 sens finalement, même si c'est plus complexe que ça, c'est vraiment pour simplifier à mort. Donc grâce à l'apport des fonctions cognitives, on constate bien qu'il n'est pas possible d'être entre deux personnalités, comme je viens de le montrer. Sur internet et sur les différentes vidéos YouTube, vous trouverez également en comparaison les différences qu'il peut y avoir entre les plusieurs types de personnalités. Vous avez juste à prendre une personnalité qui se rapprocherait plus ou moins d'une autre personnalité
si vous hésitez, puis vous comprendrez qu'il y a quand même des différences notables entre les deux. Avant de conclure, on va parler des avantages et des inconvénients des tests personnalité et de ce que ça représente. Pour les avantages, on peut faire le test tout seul sur un site, il n'y a pas besoin de connaissances spécifiques particulières comme je viens de vous l'expliquer. Un autre avantage, c'est que ça permet de dégager facilement les atouts et les difficultés de sa personnalité. Vraiment, vous faites votre test, bam, vous avez la réponse et vous avez toute l'explication de ce que vous êtes, de ce qui vous bloque, de ce que vous avez à travailler, et ainsi de suite. Ça permet donc d'avoir une feuille de route sur ce que vous avez à développer dans votre vie pour pouvoir tendre ensuite vers la meilleure version de vous-même. Et enfin, un dernier avantage, selon moi, c'est que l'essentiel est facilement compréhensible. Je veux dire, vous allez sur votre site, vous repérez, vous faites le test, vous regardez quel est votre type de personnalité, et vous pouvez facilement comprendre en quoi ça vous correspond et en quoi vous avez des choses à travailler à ce sujet. Pour ce qui est des inconvénients, on peut facilement se tromper sur son type si on n'arrive pas à être suffisamment objectif sur la personne que nous sommes, ou si on n'a pas eu assez d'expérience dans la vie comme j'ai dit tout à l'heure. Donc on peut être mistype comme on dit en anglais. D'où le fait que si vous avez vraiment du mal à prendre du recul sur qui vous êtes, faites le test accompagné de quelqu'un qui vous connaît très bien, comme ça vous pourrez aussi avoir un autre point de vue sur ce que vous êtes, sur qui vous êtes, sur ce que vous reflétez aux gens, au monde, pour mieux faire les choix ensuite quand vous passerez le test. Un autre inconvénient, c'est que ça peut faire un peu l'effet d'une case ou d'un chemin tout tracé à suivre, mais bon, pour faire simple, on est bien plus que ça. Comme j'ai dit, ce qui va être dit par rapport à la personnalité, ça vous correspond globalement à 80%, même s'il y a 20% qui vous correspond moins, la majeure partie de ce qui sera décrit vous correspond. Mais c'est pas fermé, c'est surtout le fond qui sera identique, la forme sera totalement différente entre deux personnes de la même personnalité. Entre deux INTJ, entre deux ESTP, entre deux ENFJ, ce sera bien différent au niveau de la forme. Alors, pour conclure, je rappelle, il n'est pas possible d'être entre deux personnalités. Si c'est le cas, multipliez les tests sur différents sites, refaites le test plus tard, prenez plus de recul sur qui vous êtes, et vous allez bien trouver à un moment donné votre vraie personnalité, par rapport à ce test-là, bien évidemment. Pour faire suffisamment de tests, pour savoir concrètement combien vous devez en faire, donc sur combien de sites différents, je vous donne une règle personnelle que moi j'applique dans beaucoup de domaines, qui s'appelle la règle de la Trinité. Dans les situations ou les aspects de votre vie où vous pouvez multiplier ou diviser les choses, on respecte au maximum une règle de 3 possibilités. Ça permet d'harmoniser au mieux donc ces 10 aspects ou ces situations. Par exemple, stocker ses données sur 3 supports différents, porter 3 couleurs de vêtements qui se marient bien, avoir 3 jeux clés de port et même serrure, avoir 3 ingrédients différents dans une assiette, 3 textures différentes, 3 couleurs différentes, et ainsi de suite. Donc pour ce cas présent, faites le test sur au moins 3 sites minimum différents. Vous pouvez monter jusqu'à 5 grands max si jamais vous n'avez toujours pas de résultats probants, mais après le problème c'est qu'on va tomber dans un paradoxe du choix si jamais vous avez, par exemple sur 2 sites 10 telle personnalité, 2 autres sites 10 telle personnalité, ça risque de vous embrouiller un petit peu. Donc moi je pense 3, 5 max, après ça suffit, ça sera trop. Je vous partage mes 3 préférences. Donc le premier c'est le test des 16 personnalités que tout le monde a déjà vu je pense une fois dans sa vie sur une vidéo YouTube par un youtubeur qui l'a fait par exemple. Ensuite il y a un site anglais, américain je sais pas trop, qui s'appelle IDR Labs, qui est le même principe sauf qu'ici on n'est pas sur un choix avec une échelle d'accord pas d'accord mais plutôt sur un choix binaire. Et enfin après vous avez un youtubeur français qui est spécialisé là-dedans, qui s'appelle Pierre Ikia que je vous conseille, je vous conseille son test surtout. Qui est assez court finalement, si vous regardez pas les vidéos explicatives, et qui est assez précis, même si c'est encore une fois un choix binaire. Le seul inconvénient, c'est que pour avoir le résultat, il faut rentrer votre adresse mail, et ça vous abonne automatiquement à sa newsletter, donc si ça vous intéresse pas, vous pourrez ensuite vous désabonner. Encore une fois, tout ce que j'ai expliqué dans cette vidéo, ça a un objectif principal, c'est d'apprendre à mieux vous connaître, pour faire de meilleurs choix, pour vous orienter vers une meilleure vie, une meilleure version de vous-même. Peu importe votre motivation, le plus important c'est d'évoluer, surtout. Sur ce, merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à la partager. Apparemment c'est ce qu'il faut dire à la fin. Et comme la dernière fois, ne me croyez pas, ne croyez personne, et surtout, ne vous croyez pas vous-même. Je vous remercie chaleureusement, prenez soin de vous, et à bientôt.